c'est presque une opération anticapitaliste de gauche. Parce que tu vas chercher de l'argent auprès de fonds américains et tu la distribues à 440 salariés alors que t'es pas rentable. C'est de la pure distribution. On crame tous les mois des sommes à combien de chiffres? 7 chiffres. Et c'est de la redistribution de l'argent US vers le salariat français sans avoir à être profitable, quoi. Alors on le sera, mais c'est beau, je trouve. Et t'as 440 familles bien payées, salariés et donc familles par extension, bien payées, et c'est ça dont je suis le plus fier, c'est de faire vivre ces gens-là et de leur donner un boulot qui, je pense, est assez excitant. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, comme vous voyez, vous me l'avez demandé, on a réussi à le faire, on a réussi à avoir Thierry Vignal de Mastéos aujourd'hui sur le podcast. Ça me fait super plaisir de t'avoir à mon micro, Thierry. Comment vas-tu? Salut Gérald, ça va? Bon, et toi? Moi, ça va trop bien. On a fait ce call préparatoire il y a un petit moment parce qu'il y a eu l'été entre-temps, il y a eu pas mal de trucs. On s'est noté plein de sujets qu'on va aborder. Comme je disais, je te le disais avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est la commu qui t'a demandé. Donc moi, je suivais le travail de Mastéos depuis un petit moment. Je t'avais entendu sur pas mal de podcasts, etc. Donc je te suivais je te suivais de loin. Mais là du coup, pendant le sondage, ton nom est revenu plusieurs fois et t'as gentiment accepté ce projet de podcast. Donc ça, c'est cool. T'es pas mal rodé à l'exercice. T'en fais souvent quand même des podcasts, j'ai l'impression. Ça m'occupe parce que j'ai délégué les opérations de Mastéos à plusieurs lieutenants et du coup mes journées sont de plus en plus vides. Donc merci. Bon, tu me disais quand même que là on enregistre, c'est 10h20 ce matin, t'étais à Bordeaux. Là tu viens d'arriver à Paris, j'ai l'impression que tes journées elles sont vides dans il y a la relativité quand même. Et j'étais à Bordeaux pour inaugurer nos nouveaux bureaux, donc j'ai juste pris du champagne gratuit et je suis rentré ce matin pour ton podcast. Rien de très laborieux. Bon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites chez Mastéos? On aide les gens à investir dans l'immobilier locatif en prenant en charge toute la chaîne opérationnelle. On est un one-stop shop du locatif. Donc, on aide sur l'acquisition, trouver le bien, la structuration du deal au niveau fiscal, juridique, notarial, le financement, la rénovation du bien, c'est le plus dur, l'ameublement, la mise en location, la gestion locative. Et on va rajouter d'autres business lines comme la compta, fiscalité et la maintenance des biens. Donc voilà, on essaye de packager tout le bordel opérationnel que représente un investissement. Et je peux te garantir que le mot est faible. Donc on prend tout ce chaos nous-mêmes et on fait rempart vis-à-vis du client pour qu'il soit le plus épargné possible par tous ces frottements. Et tes clients, justement, c'est quel profil? Ils ont déjà investi avant d'arriver chez toi? C'est une solution, en gros, il faut que je me sois d'abord cassé les dents pour venir, pour être client Mastéos ou pas forcément? Je préférerais que tu te sois cassé les dents avant, comme ça tu pourras mieux apprécier la qualité du service. Malheureusement, on a beaucoup de primo-investisseurs qui avaient fait peut-être un peu de crypto avant ou des actions en bourse, et donc il suffisait de cliquer sur un bouton sur Boursorama, et là ils comprennent pas pourquoi il y a un retard d'une semaine sur le chantier ou il y a un notaire qui est pas réactif. Voilà, ils se prennent la réalité de l'immobilier. Ouais. Sans avoir de benchmark préalable, et donc c'est vrai qu'on fait office de bouc émissaire à ce moment-là, et c'est tout à fait justifié vu qu'on facture pour. Donc voilà, je préfère les gens qui se sont déjà tapés de l'immobilier et qui du coup découvrent à quel point on facilite la vie plutôt qu'inverse. Mais là maintenant, on fait 300 deals par mois et la plupart des gens sont des gens qui vivent à Bordeaux ou à Lyon ou à Paris qui n'ont pas forcément le budget pour investir là-bas et donc qui préfèrent déployer leur capacité d'emprunt dans des villes un peu moins chères et un peu plus rentables via Mastéos. Et justement, tu me donnais quelques chiffres, les grands chiffres business. Donc, tu disais 300 deals par mois. Enfin voilà, est-ce que tu as d'autres grandes métriques à nous communiquer? Oui, je vais dire de manière plus anecdotique. Quand on a ouvert la boîte il y a 3 ans avec mon associé, on faisait une vente par mois. En 2019. En 2020, on faisait une vente par semaine. En 2021, une vente par jour. En 2022, une vente par heure. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution assez rapide de la boîte. Aujourd'hui, on est 440 salariés. On en a eu 300 nouveaux en un an. Ça a été accéléré par les différentes levées de fonds qu'on a pu faire.
On a levé 40 millions d'euros et on est présent dans 3 pays, l'Espagne, la Belgique et la France, et dans une quinzaine de villes dans ces pays-là. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On a 12 Spitz nains qui sont des petits chiens de moins de 2 kilos au bureau. Il faut que tu nous racontes ça. Je me le suis gardé pour plus tard, mais si tu veux déjà en parler, moi je suis d'accord. Dans tous les cas, quand je me suis levé ce matin, je pensais déjà te poser la question. Donc vas-y, on y va tant qu'on y est là. C'est quoi cette histoire de chien là? C'est moi qui adore les Spitz. C'est comme des chihuahuas en un peu plus étoffés. Normalement, tu les trouves soit auprès des grands-mères du 16e arrondissement parisien ou chez les mannequins Instagram. Et je sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans cet univers-là, mais ça a infecté toute la boîte et je crois que j'ai un biais de recrutement pour les gens qui aiment les Spitz. Donc voilà, il y a 12 Spitz au bureau et on a une passion. Il y en a un qui chante, il a chanté sur M6, il chante du reggae. Parce qu'un jour, on lui a mis une chanson de reggae, il s'est mis à chanter dessus et il ne chante que sur du reggae. Il s'appelle Winter, il est passé sur M6 et il est au bureau un jour sur 2. Voilà, ça détend l'atmosphère. Ok, très bien. Mais l'histoire, raconte comment ils sont arrivés ces chiens-là. Tu les aimes bien, d'accord, mais comment on en a 12? Comment ça arrivé là? C'est vraiment étonnant parce que on n'a rien fait pour, et je crois que c'est un biais de recrutement inconscient qui fait que, ou alors c'est peut-être statistiquement en embauchant 440 personnes, il y en aura 12, ça fait un petit pourcentage finalement représentatif. Je sais pas. En tout cas, ils sont tous là, c'est un hasard et ça détend l'atmosphère. Et c'est ça qui est important. Je sais pas si ça fait partie de tes questions, mais la culture d'une boîte, la vibe que ça dégage, anecdotiquement par les Spitz ici, mais ça peut passer par plein d'autres trucs, c'est hyper important. L'énergie, la vibe d'une boîte, c'est ça qui fait qu'elle cartonne ou pas. Et ça se voit pas dans un tableau Excel de PNL. C'est quand tu es investisseur, il faut que tu viennes sur place et que tu sentes les énergies pour d'essayer d'investir ou pas. Parce que les boîtes qui émanent pas, enfin, t'as pas la même énergie qui émane de ces boîtes-là et du coup, faut pas y aller. Et justement, ça, toi, t'en as eu conscience, ça fait un moment que, du coup, que la boîte tourne, mais t'en as eu conscience à quel moment ça a toujours été le cas? Ouais, c'est lié un peu à ma personnalité de baba cool de gauche et surtout, je me suis jamais pris au sérieux sur ce projet qui est né de manière un peu hasardeuse. J'ai rencontré mon associé dans un bar du 11e, on a lancé le truc et en fait, on s'est jamais pris au sérieux. Et du coup, il n'y a pas ce sérieux qui pollue un peu les mindsets de mes équipes. Dès le début, dès le départ, dans notre ADN, il y a eu une culture du second degré, de la décontraction, qui fait que c'est peut-être moins vrai aujourd'hui qu'au tout début, parce que maintenant, on a des actionnaires qui ont mis 40 millions d'euros et qui nous mettent un peu la pression sur les KPI, et peut-être que ça déteint, mais on a toujours gardé cette culture et je lutte pour la maintenir. Quand justement tu recrutes, tu te rends, quel est parce que là, du coup, recrutement, donc grosse accélération sur l'effectif, tu le disais cette année, comment tu te rends compte que en fait la personne elle va fitter avec la culture ou pas, qu'en fait elle va peut-être avoir avec un chien microscopique entre les pattes pendant qu'elle est en train de faire des tableaux Excel ou à gérer des problématiques de notaire ou je sais pas quoi, donc avoir des métiers forcément être dans un environnement cool sur des trucs un peu plus sérieux, etc. Donc c'est quoi le signal, comment tu te rends compte que ça va fitter ou pas? On regarde la note Uber. Je sais pas si tu prends Uber. Ouais. T'es noté par les chauffeurs sur 5. Ok, je savais pas que c'était public cette note-là. Et ben maintenant elle est publique. Et si t'es quelqu'un de détestable, ta note sera en dessous de 4,5. Et si t'es une bonne personne, il y a de fortes chances que t'aies une bonne note. Bon, je suis obligé de te vanner, du coup tu peux pas embaucher de Parisiens, t'embauches que des Bordelais, parce que nous on est beaucoup plus sympas que les Parisiens. Bah, je veux bien le croire. Moi-même, ma note est un peu dégueulasse. Elle est à 4,68. Donc, je l'appliquerai pas à moi en entretien, mais voilà. Non, mais je rigole. Enfin, je rigole qu'à moitié. Je crois qu'on l'a déjà fait pour rigoler. Mais en vérité, on essaye d'avoir des personnalités de gens les moins. En tout cas, par exemple, pour mes sales, je veux les gens les moins commerciaux possibles. Parce que justement, comme on vend quelque chose de très sensible, on ne vend pas des logiciels de compta, on vend l'avenir financier des gens. Parce que quand quelqu'un achète un produit Mastéos, il s'engage sur 25 ans, il met toutes ses économies, il n'a pas le droit à l'erreur, parce que si jamais le loyer rentre pas, il peut lui-même pas payer sa mensualité de résidence principale. On peut très vite mettre les gens dans la merde si jamais on s'applique pas, et on n'a pas le droit de vendre des produits qu'on vendrait pas à nos parents, quoi. Et donc, je ne veux pas voir une once d'agressivité commerciale chez ces gens-là. Je veux des gens qui sont passionnés de pierre
et on a minimisé le variable pour pas que ça nuise à leur éthique de conseil, voilà, et qu'ils soient marrants. Et justement, ça t'est arrivé d'avoir des tueurs en hard skill, des gens qui sont vraiment très bons techniquement, quel que soit le métier, et que ça fit pas justement avec la culture, avec les soft skills, et de devoir s'en séparer un petit peu à contre-cœur ou pas d'ailleurs, je sais pas. Bonne question, je réfléchis. On a eu peu de départs, donc j'ai pas un gros sample, mais oui, j'ai un nom ou deux de gens qui sont bons sur le papier, mais qui fit pas culturellement parce que trop agressifs, trop des tueurs. Après, je condamne pas ce genre de profil, hein, honnêtement. Ça marche dans certaines organisations. Ouais, tu parlais de culture. La culture, elle est pas dans la culture de boîte, c'est pas universel. C'est chaque boîte a sa culture. Il y en a, ils ont besoin d'avoir des requins, ils adorent ça et ça fait partie de ça fait partie de leur culture. Quand tu es sur un trading floor et que tu vends des produits structurés à des fonds d'investissement, au contraire, je veux dire, vas-y, lâche-toi et sois le plus agressif possible et fais ton PNL. Mais quand tu vends des produits très sensibles et que tu joues avec la vie des gens, c'est pas le bon mindset à avoir. Donc c'est juste, t'es pas au bon endroit, quoi. Et on les replace en général quand on se sépare de gens. Moi, je fais marcher tout mon réseau pour qu'ils soient recrutés dans les bonnes boîtes derrière qui correspondent mieux à ce type de personnalité. Ouais, je vois très bien. Et là, du coup, tu nous bluffes sur les chiffres que tu nous communiques. Quand on voit passer vos pubs, c'est toujours beau, c'est toujours tip top. Mais ça a démarré comment l'aventure? Donc tu nous disais dans un bistrot du 11e, je crois. Mais c'est quoi l'idée, ton parcours? Comment ça s'est fait? La genèse de Mastéos, c'est quoi? On va repartir de mes études, donc prépa et HEC Paris. J'avais fait des études de droit aussi en parallèle d'HEC, donc j'ai commencé en cabinet d'avocat à Hong Kong et à Paris, où j'avais fait les départements fiscal et droit immobilier. J'étais nul, donc je me suis fait virer et j'ai fui à Londres. À Londres, j'ai bossé en finance parce que c'est le seul métier qu'ils ont dans cette ville. Voilà, donc j'ai bossé chez Amundi et Anderson. Ensuite, je suis parti en trading chez HSBC. Voilà, donc une carrière très décousue de métiers qui n'ont aucun rapport, fiscaliste, avocat immobilier, trader, sales, etc. Et donc en rentrant à Paris au bout de quelques années, un peu avant mes 30 ans, j'avais cumulé plein d'expériences différentes et j'ai été complètement désœuvré parce que il y a pas une grosse place financière à Paris, donc je retrouvais pas de job. Donc j'ai commencé à pointer au RSA et j'ai rencontré mon associé qui lui-même pointait au RSA également. Et donc on était deux losers désœuvrés dans un bar du 11e, on savait pas quoi faire de notre journée. Et on a commencé, moi j'avais fait un peu de droit immobilier, je m'étais toujours intéressé à la pierre. On a commencé à monter un site. On passait nos premiers calls, on était à côté des toilettes, donc il y a la chasse d'eau en permanence du bar pendant les calls, voilà. Ok, dans le bar directement. Ok, votre premier bureau, c'était le bistrot. C'était okay. le bistrot, je sais plus comment il s'appelle, mais je passe devant souvent, dans le 11e. Et ça a pas pris la première année, il s'est rien passé. Voilà, on a fait 0 de chiffre d'affaires en 2019, enfin un pouillème. Et ensuite, en 2020, on s'est appliqué. On a été hyper exigeant avec nous-mêmes. On a commencé à recruter des personnes qui nous ont motivés. On a rencontré des investisseurs et des clients assez inspirants. Et on a fait une première levée de fonds auprès de notre propre communauté. Donc, on a envoyé un WhatsApp à tous nos clients et aux peu de salariés qu'on avait. Et on a levé un montant complètement ahurissant, 1 million d'euros à coût de tickets de 5 000 auprès de notre communauté. Donc, j'ai une cap table de... Ouais, c'est ce que j'allais poser comme question, ouais. T'as 200 actionnaires. 200 actionnaires de 5 000 euros à ma cap table. Donc, c'est l'enfer à chaque levée de fonds avec les avocats pour envoyer les convocations à tout le monde. Ok. Et justement, première levée de fonds, donc tu parlais de clients. Vous étiez déjà... il y avait déjà un début de rentabilité avant de lever ces fonds-là, parce qu'il y avait des clients. Comment ça se passait? Au départ, vous avez quand même il y avait un EBE quand même qui ressemblait à quelque chose, ou c'était au départ vraiment c'était vraiment du MVP et la levée a permis d'accélérer? Tu sais, on n'a pas inventé grand-chose. Enfin, après, on s'est un peu chauffé sur l'innovation, mais au tout début, moi, j'étais juste à appeler des copains d'école en leur disant j'ai du temps, tu n'en as pas, parce que tu as un vrai métier. Donc, si tu veux que j'aille au Havre
ou à Lille, te trouver un petit truc rentable, je vais sur place, je vais gérer avec l'agent, le chef de chantier, la banque, le courtier, le notaire, je m'en occupe et tu me payes de quoi tenir un mois et puis je sais pas, je facturais 2 ou 3 000 euros. Okay. Et pendant ce temps, mon associé Maxime faisait le marketing, le site internet. Et est-ce que je réponds à ta question? Ouais, en termes de BE, pas grand-chose parce que tu sais, nous on a si jamais tu me signes une offre d'achat sur un appart à Roubaix, ça va mettre 5 ou 6 mois de faire le closing parce que tu as des délais notariaux et bancaires qui sont interminables. Et moi, je touche ma commission que au closing. Donc, j'ai déjà 6 mois de décalage. Donc, si je lance ma boîte en février, je touche pas d'argent avant la rentrée, quoi. Okay. Et on est toujours à courir après tu vois, on a un coût de structure qui est là au début et une inertie dans les encaissements parce que ça arrive 6 mois plus tard, voire plus. Donc, non, on n'a jamais été EBE positif. D'ailleurs, à ce jour non plus. Hein. Ok. Et justement, vous avez une carte T. Vous êtes quoi? Assistant maître d'ouvrage? Vous faites de la transac? C'est quoi votre dans les métiers qu'on connaît de l'immobilier? Vous vous placez comment si on doit faire une analogie avec des métiers traditionnels de l'immobilier? On est sous la même houlette que nos amis agents immobiliers. On obéit à la loi au guet et on a une carte T pour la transaction, une carte G pour la gestion. Et sur notre filiale travaux, on a une assurance décennale et un agrément RGE pour la rénovation énergétique. Ok, donc je oublié de te dire au début, effectivement, comme on génère pas de bénéfices et qu'on a quand même des coûts. Alors au début, dans un bar à côté des toilettes, pas énorme, mais quand même, il faut. Et je parle à nos amis qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut aller chercher l'argent. Donc la levée de fonds, 1 million d'euros dont je te parlais sur WhatsApp, elle est arrivée quand même un peu plus tard où on commençait à avoir un peu de visibilité. Mais au tout début, tu as vraiment besoin de trouver 100 000 euros quelque part, quoi. Voire plus. Et là, il faut faire feu de tout bois. Et moi, j'ai fait des trucs, je crois que j'en ai déjà parlé dans des podcasts, donc c'est plus un secret, mais j'ai emprunté de l'argent à une banque avec ma copine pour acheter un appart que j'ai revendu immédiatement après, un appart à 50 000. Je l'ai revendu immédiatement après, j'ai récupéré l'argent, enfin les 50 000 en question, mais j'ai pas appelé ma banque pour leur dire que j'avais vendu. Donc j'ai toujours le prêt immobilier qui court sur 25 ans, mais je me suis servi de l'argent pour lancer ma boîte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai fait pareil aussi, donc je connais très bien ce truc-là. Voilà, et donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis allé voir une vieille tante éloignée qui avait 50 000 euros qui traînaient et j'ai fait des pieds et des mains pour les emprunter. Et à ce jour, je lui paye encore des intérêts exorbitants. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est pas facile au début de choper le cash. Et il faut vraiment être créatif. Je dis pas qu'il faut vendre de la drogue, mais il faut être créatif. Voilà. Et t'as quel mindset justement à ce moment-là? Donc t'es créatif, d'accord, mais quand tu te lèves le matin, déjà ton échéance elle est à combien à ce moment-là? Tu as de la visibilité sur combien de temps? J'ai toujours navigué à vue, donc à 3 mois, quoi. Même, enfin la première année de toute façon. C'était avec les moyens du bord, mais en 2020, on commençait à avoir des salariés et je savais pas si j'allais pouvoir leur payer leur salaire. Enfin, on les payait systématiquement en retard et on avait de la visibilité sur un trimestre. Aujourd'hui, un peu plus, parce qu'on a fait des grosses levées de fonds. Mais une startup, c'est fragile et en général, tu navigues à vue quasiment les 5 premières années. T'as 1 mois de visibilité, puis 3, puis là, on a 1 an et demi de visibilité. Mais bon, c'est très court terme comme business. Donc, c'est de la survie jusqu'à ce que tu puisses rentrer en territoire EBITDA positif. Et là, c'est un peu plus calme. Ok. Et du coup, donc donc au départ, tu vas faire un peu de love money, on va dire. Puis tu vas solliciter ta communauté, tes clients. Qu'est-ce qui se passe après par la suite? Avant la love money, il y a la hustler money. Quand t'as pas de love, comme moi, tu sais, c'est le street money. Tu te débrouilles. Ensuite, t'as un peu de community money ou de love money. Si t'as des parents fortunés, tant mieux. Et après, il y a quand même un écosystème de venture capital qui existe en France. Il faut en connaître les codes. Il faut essayer de s'insérer dans ce grand network qui opère sur une zone très restreinte, en gros autour de l'hôtel Hoxton à Paris. Donc c'est vraiment et c'est pas à leur honneur, hein, mais cette communauté VC, c'est une communauté qui est très concentrée géographiquement, qui est très similaire en termes de background sociaux. C'est les mêmes personnes qui sont allées dans les mêmes écoles. Et une fois que tu as infiltré cette communauté et que tu en comprends les codes et que tu vis avec eux au même endroit
et que tu vas aux mêmes soirées, une fois que tu l'as infiltré comme un agent secret, et ben tu peux commencer à la travailler, cette communauté, et à name dropper, à faire des connexions et à commencer à créer une hype autour d'un dossier. Donc ça se décompose en du early stage pour toutes les startups qui veulent lever entre 1 et je sais pas 5 millions d'euros. Donc ça, c'est les fonds seed. Donc faut connaître les gens qui opèrent sur le seed. Il y a Pierre Entremont chez First, il y a Galion, ils ont lancé un truc. Enfin voilà, il faut que tu te fasses un petit Excel des gens que tu dois avoir comme copains. Et après, c'est du network. Et des codes, un vocabulaire un peu particulier. Tu sais, on parle de pré-seed, seed, série A, série B, burn rate, MRR. Qu'est-ce que tu as d'autre? T'as un vocabulaire à comprendre pour pouvoir parler à ces gens-là avec leur langue et montrer que tu es du sérail. Et les gens, j'ai vu des très belles boîtes avec des chiffres bien meilleurs que les nôtres, mais qui n'ont pas réussi à lever parce que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas les codes du VC et qui sont trop éloignés géographiquement ou socialement ou qui n'ont pas fait l'effort de networker, tu vois. Et est-ce que tu crois que si on passe par un lever, par un intermédiaire qui peut-être connaît ces codes, ça peut être une solution? Ou est-ce que dans tous les cas, il faut que l'entrepreneur soit du sérail comme tu viens de le dire? Tu n'es pas obligé d'être du sérail, mais en tout cas, il faut que tu fasses un effort pour pénétrer cette communauté. Et tu vois, mon meilleur pote, que je citerai pas, il est leveur de fonds très successful. Et il m'a vu créer Mastéos. Et même les leveurs, si tu veux, ils filtrent à mort. Hein. Parce que eux, leur réputation, elle est liée au dossier qu'ils présentent au fond. Donc, ils vont filtrer autant qu'un fonds. Et mon meilleur ami qui est lever, il n'a pas voulu lever pour moi. Mes 3 premières levées de fonds, il m'a dit non, ton dossier est pas assez sexy, débrouille-toi, quoi. Donc même les leveurs, faut que tu network avec eux, si tu veux. Et alors que, en plus, toi, t'as le background HEC, etc. Quand même, belle carrière, beau début de carrière. Je veux dire, avant ta phase entrepreneuriale, tu fais quand même des choses qui sont pas non plus celles que font la majorité des gens. Donc, t'as quand même le profil rassurant, non? Ouais, alors c'est vrai. J'aimerais dire que je suis un pur self-made man qui a pas son bac. C'est pas vrai. J'ai effectivement fait HEC et oui, ça aide sur le réseau. Après, mon associé Jérôme Manuguera sur la partie travaux, il a pas son bac. Il a 0 réseau. Il vient de je sais pas où. Il a autant, enfin, je veux dire, il a autant réussi que moi. Donc, il a réussi à me rencontrer. Donc, en fait, il faut plutôt ceux qui ont fait de bonnes études, vous pouvez vous identifier à mon parcours. Ceux qui n'en ont pas fait, prenez l'exemple de mon associé Jérôme, le 3e associé, qui n'a pas son bac et qui a su rentrer en relation avec les bonnes personnes au bon moment. Mais dans tous les cas, il y a un effort de networking à faire à ton niveau. Hyper intéressant. Et donc du coup, quand tu fais ces différentes levées de fonds, est-ce que tu remarques, c'est une question que je pose assez souvent aux gens qui passent sur le podcast et qui ont levé, est-ce que tu remarques que t'es moins focus sur le produit et que du coup t'es moins bon sur la livraison, ou alors vous avez réussi à vous répartir les tâches entre les différents associés? Ouais, alors la levée de fonds, c'est vraiment un métier à plein temps. Moi, je fais que ça depuis la création, en gros. Et c'est mon associé Maxime Anquier qui s'occupe de l'interne et de l'opérationnel. En général, la combinaison parfaite quand tu montes une boîte, c'est d'avoir un geek et un commercial, un ingénieur et un sales. L'ingénieur geek, c'est le mec un peu carré qui va te structurer ta boîte en interne. Il n'a pas besoin d'être charismatique ou d'être bon vendeur, peu importe, mais il faut qu'il soit carré pour que la machine tourne. Et ensuite, tu as le commercial qui va essayer de séduire le monde extérieur. Et c'est les meilleurs duos. J'ai des boîtes où il y a 2 commerciaux, ça fonctionne pas parce que le truc est pas carré, ça tourne pas. Moi, je suis incapable de structurer correctement une boîte. Je suis juste capable de lever des fonds et de faire des podcasts. Et c'est pour ça que je m'appuie sur quelqu'un un peu plus compétent là-dessus. Mais 2 fois le même profil, tu te dilues 2 fois pour rien. Donc 2 commerciaux ou 2 ingénieurs, ça fonctionnera pas. J'en ai vu. 2 ingénieurs, ils arrivent pas à lever des fonds parce qu'ils n'ont pas été formés à la séduction et à la vente, parce que c'est une vente quand tu lèves des fonds. Et 2 commerciaux, la boîte tournera pas. Ok. Et quand tu fais ta dernière levée de fonds à 40 millions là, tu pitches quoi comme projet, tu pitches quoi comme vision à tes investisseurs? Moi, j'ai l'impression que c'est plus facile parce que mon secteur, il est vraiment profond. Et pour une raison que j'ignore, il n'y a pas encore d'énormes acteurs dessus. Donc c'est facile à pitcher. Hein. C'est le plus gros marché de la planète, la plus grosse classe d'actifs, l'investissement locatif. Il y en a 1 million qui sont réalisés chaque année en France. Ça génère 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour des acteurs comme nous. Il n'y a pas de concurrence établie
notoire. En tout cas, il y a des petits acteurs un peu atomisés, mais il n'y a pas de gros mastodontes en Europe. On a des bons chiffres. Et donc, selon toute vraisemblance, si jamais il devait émerger un leader, il n'est pas impossible que ça soit nous. Et donc, c'est un pari qui peut être rentable parce qu'une fois que tu as pris le marché européen, un marché à 50 milliards, ça fait tout de suite de toi quelqu'un... ça fait tout de suite de toi une licorne, quoi. Donc, le pari, c'est ça. C'est gros marché, vierge, non digitalisé. Il n'y en a pas 30 000. Hein. Il y en a, je crois, un, peut-être deux avec la santé encore. Et un acteur qui a un first mover advantage, qui a une position de leadership et une grosse traction sur les chiffres. Voilà, t'es censé investir sur la base de ce discours-là. Et aussi aux États-Unis, tu as des acteurs similaires qui ont déjà montré le chemin et le potentiel. Il y a 2 mastéos américains qui s'appellent Mind et Roofstock qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin de dollars. Voilà. Mais après, il y a plein d'éléments qui freinent les fonds. Le premier, c'est que ces fonds d'investissement VC détestent tout ce qui est opérationnel, ce qu'on appelle les ops. Eux, ils veulent du software, ils veulent de la pure tech, ils veulent pas d'emmerde de placo, de pompe à chaleur et de ciment. Et nous, on fait beaucoup d'opérationnel. Tu sais, on a des gens sur le terrain, on a 100 personnes aux travaux, en CDI. Ça, ils détestent. Qu'est-ce qu'ils aiment pas c'est essentiellement ça. Donc, c'est très dur de convaincre un VC d'investir sur un business opérationnel. Donc, et dans tous les cas, vous êtes en termes de software, vous êtes assez limité par le champ des possibles. Enfin, je sais pas, il faut être très créatif. Est-ce que vous avez une brique tech quand même assez importante ou pas du tout? Ouais, on a quand même récupéré le CTO de Conto. Tu connais Conto, la plus grosse fintech. Je suis client. Voilà, c'est la plus grosse fintech française. Et le premier employé de chez Conto, c'était Gabriel Klein. Et c'est lui qui a monté toute la tech Conto. Il était CTO pendant 5 ou 6 ans. CTO/Head of Engineering, comme on dit. Et il a quitté Conto, il a vendu ses parts, il a investi 3 millions d'euros d'argent personnel dans Mastéos et il nous a rejoint en tant que CTO il y a 1 an. Et il a 40 développeurs quand même. Okay. Donc, chez nous, on a 40 développeurs en CDI et qui développent toutes les technologies de digitalisation du process d'investissement. On a une app. Sur cette app, on développe un algorithme de matching pour mettre les bons investissements devant les bons investisseurs et ensuite pouvoir suivre en temps réel ton deal flow de manière entièrement digitalisée. Et enfin, on construit une brique c'est un dashboard locatif qui permet de traquer la performance financière de ton actif immobilier. Donc, pour que tout soit digitalisé, en interne, on construit des CRM pour qu'il y ait un suivi parfait des opérations d'une business unit à l'autre. Et un algo de matching à la Tinder pour que on ait un taux de transfo important entre les biens qu'on source et les biens qu'on vend. Alors tout ça, c'est en construction, tu vas pas forcément le voir immédiatement en te connectant, mais l'app déjà commence à bien fonctionner. On a un client sur 3 qui visite, donc 2 clients sur 3 qui a une expérience entièrement digitale, qui va pas sur place, et 100% des offres se font à partir de l'app. Ok. D'accord. Ça, j'avais pas cette notion-là. Et justement, vous, si vous avez une carte T, vous avez forcément une prise de mandat. On a pas mal nous l'immobilier. Alors, je ne sais pas pourquoi. L'immobilier, c'est ce que les gens demandent tout le temps dans le podcast. Parlez-moi d'immobilier, parlez-moi d'immobilier. On a aussi pas mal d'agents immo qui regardent. Comment vous avez une carte T? Comment vous sourcez vos mandats? C'est quoi? C'est du partage de mandats avec des gens qui sont en région? Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Nous, on est en mandat de recherche, pas en mandat de vente. Autant en mandat de vente, c'est assez chaud à récupérer. Et ça sert à conseiller le vendeur. Nous, on conseille l'acheteur. On est buy side et pas sell side. Et on travaille en mandat de recherche. Et le mandat de recherche, c'est un mandat qui est autorisé par la loi Hoguet et qui dit on va chercher à la place du client le bien le plus adapté. Et du coup, on va frapper à la porte de Stéphane Plaza, Century 21, IAD, et on visite tous les biens qui sont dans leur portefeuille. Et tu vois, on en sélectionne 1 sur 10. Donc, on va faire... moi, j'ai des chasseurs qui vont faire une dizaine de visites, par exemple, là où tu es, près de Bordeaux. Et sur la dizaine de visites, il y en a un qui va leur plaire. Ils vont prendre leur caméra 3D, le scanner, faire passer un artisan pour chiffrer, bloquer le bien, générer une fiche qui va être distribuée sur l'app à nos 36 000 utilisateurs. Cette fiche, elle va probablement recevoir une offre d'achat dans les 24 heures. Et on va appeler notre ami de Stéphane Plaza ou alors le vendeur en direct quand c'est le cas. Et lui dire, voilà, on a telle offre, elle va être contresignée, ça va partir chez le notaire. Et nous, on va pouvoir facturer sur la base de notre mandat de recherche, couvert par ma petite carte T qui est là. Le sésame, ok. Et justement, toute la partie financement,
financement des biens immobiliers. Comment vous le gérez ça? Est-ce que vous avez un accompagnement particulier, des partenariats? Comment ça se passe? On travaille avec nos amis de Préto, qui est une start-up française qu'on aime beaucoup, et ils gèrent nos financements. On va peut-être à terme l'intégrer, mais en tout cas, on a vocation vraiment à s'en occuper pour que le client s'implique le moins possible sur cette partie. Forcément, il va devoir à un moment préparer un dossier et envoyer un mail au banquier ou au courtier, mais on le traite en coulisses avec Préto. Et il faut quand même faire, parce que si vous avez plus de 30 000 personnes qui attendent justement de recevoir des opportunités, il y a une due deal qui doit se faire quand même sur les profils, parce que sur 30 000, si tu acceptes une offre de vente à la mauvaise personne, comment ça se passe? Eh ben, très bon point. Tu vois, alors en 2020, on a eu 50% des deals qui ont cassé pour cause de refus bancaire. Aujourd'hui, c'est 1%, parce qu'on a mis en place une attestation bancaire avant de faire une offre. En fait, maintenant, comme tu dis, on fait la due deal sous forme d'attestation bancaire. Donc, au moment où tu t'onboardes, on va te demander à un moment de produire une attestation via Préto ou via ta banque qui estime ta capacité d'emprunt maximale. Et c'est sur cette base-là qu'on va te proposer des biens, ou que tu vas pouvoir en choisir sur l'app. Ok, donc je pense qu'il y a aussi un vrai levier sur l'acceptation de l'offre aussi derrière, parce que le vendeur, il a déjà une certitude plus grande que ouais. Ok, très bien. Et justement, le fait que le marché du pré-IMO c'est complexifié puisqu'il y a des lois qui sont passées, etc. par rapport aux endettements, tout ça. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà est-ce que vous l'avez subi, est-ce que vous l'avez géré, est-ce que vous l'aviez anticipé? Est-ce que vous faites du lobby sur ce genre de choses? Parce qu'en fait, vous êtes très dépendant de cette chose-là. La remontée des taux, l'acceptation des crédits. Ouais, il y a eu plusieurs vagues. Il y a d'abord eu le HCSF, qui est le régulateur bancaire, qui a resserré les conditions d'emprunt avec les 35% stricts. Et le niveau d'apport a été remonté. Enfin, voilà. Honnêtement, oui, à court terme, c'est pas génial pour mon business, mais à titre perso, je trouve que c'est pas une mauvaise chose parce que on avait quand même pas mal de gens qui avaient regardé trop de gourous immobiliers sur YouTube et qui s'envoyaient des triplettes assez sauvages avec trois banques en même temps, qui se surendettaient. Enfin, on avait vraiment avec zéro apport, donc tu vois, ça peut très vite tourner au vinaigre. Il suffit que tu aies un impayé. Si tu as un ménage un peu fragile avec faible revenu et que tu as fait trop de hacking bancaire, ça tourne très vite au vinaigre. Il y a des catastrophes. Donc, je suis pas contre que ça s'assainisse un peu. 35%, c'est très bien. Ça évite une trop grosse prise de risque pour des ménages qui sont pas forcément préparés à ça. Nous, on vend des petits biens, tu sais, on vend le panier moyen, c'est un appart, un T2 à 200 000 euros. Donc, en général, je ne dis pas que tout le monde peut emprunter 200 000 euros, mais une grande majorité des Français le peuvent, sans prendre trop de risques. Et moi, ça me va. Je cherche pas à ce que les gens soient trop agressifs là-dessus. Mon but, c'est qu'ils exploitent leur capacité d'emprunt, parce que ce serait dommage de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est quand même la banque qui finance ton bien, c'est les locataires qui remboursent ta banque. Nous, on s'occupe de tout. Donc, c'est de l'argent assez passif, quoi. Il n'y a pas 30 000 classes d'actifs où c'est les autres qui vont réfléchir. Littéralement, c'est une personne A qui finance un bien et c'est une personne B qui rembourse la personne A et toi, tu n'as rien à faire, littéralement, à part montrer ton CDI au Crédit Agricole. Donc, c'est dommage de ne pas taper tes 35%. Si tu es allé à 25% en achetant ta résidence principale et qu'il te reste 10 points à exploiter et que ça représente 170 000 euros, let's go, on va à Marseille, on prend un petit studio et c'est génial, mais pas besoin de... Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est des mesures qui sont plutôt contraignantes pour nous, donc on doit, au niveau des attestations, on est un peu plus sévère, on vend peut-être des biens un peu moins chers, etc. Et là, tu as le taux d'usure en ce moment. Il y a eu beaucoup de bruit médiatique. Les courtiers, ils te parlent de deux dossiers sur 3 ou un dossier sur 2 qui serait refusé. Nous, c'est pas les chiffres qu'on a. Après, j'entends, mais en tout cas, nous, on n'a pas ces chiffres-là. Nous, c'est plutôt 1 sur 10. Donc, ça tue pas le business. En plus, c'est temporaire. Ils vont relever le taux d'usure au début octobre. Voilà. Après, on pourra parler du marché immobilier en général. Mais et justement, tu le trouves comment le marché en ce moment? Quelles sont tes prédictions sur le moyen terme? Oui, parce qu'il y a la remontée des taux dont j'ai oublié de parler. Alors là, les taux remontent assez sévèrement. Le 2-year US, enfin l'obligation à 2 ans de l'État américain est passé au-dessus des 4%, si je ne m'abuse, ce qui est assez impressionnant, hein, parce qu'on était à 0 il y a pas très longtemps.
Et donc, les taux remontent. Aux États-Unis, c'est monstrueux, c'est 6,5. Nous, en France, on a encore pas mal de prêts qui sont en dessous de... Les taux qu'ont connus nos parents, en fait. Mais on Ouais, n'était plus habitués, nous. tes Notre parents. génération, on a eu des taux à 0 ou à 1 ou à 1,5, quoi. Ouais. Après, les trentenaires, ils ont peut-être... Enfin, ceux qui sont entre 35 et 40, ils ont peut-être connu des taux à 4,5 Ouais, au tout ok. début. L'investissement locatif se faisait à 15%. Il y a eu des invests locatifs à 10. Enfin, moi, mes parents, ils ont fait leur premier invest locatif à 12. Donc, ça se fait quand même. Hein, c'est pas la fin de l'investissement locatif. C'est juste que, bah, pour ceux qui nous écoutent, on est en train de tendre vers des taux à 5. Aujourd'hui, ils sont à 2. Donc, j'invite les gens à se dépêcher de Hmm. sécuriser les taux à 2 pendant qu'ils le sont encore, ou à 2,5, c'est très bien. Parce que c'est pas cher, en fait, 2,5. Hein. Historiquement, en dessous de 3, c'est des taux qui sont vraiment pas chers. Dès qu'on passe les 3-4, là, ça devient un peu plus lourd en termes de coût du crédit. Et nous, on profite pas mal de ces effets d'anticipation des gens qui comprennent hein, que le crédit va doubler s'ils attendent 6 mois de plus et qui front-load leur investissement à aujourd'hui plutôt que le faire dans 6 mois. Hmm. Et est-ce que justement, stratégiquement, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent acheter de l'immobilier, que ce soit pour la RP, soit pour du locatif, est-ce que tu as un conseil en termes de un peu une roadmap? Est-ce que tu conseilles d'abord toi l'investissement en RP, l'investissement locatif? Comment, avec toutes ces nouvelles contraintes, qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui a une trentaine d'années, admettons? Moi, je recommande d'exploiter sa capacité d'emprunt le plus rapidement possible. Parce qu'encore une fois, c'est quasiment de l'argent gratuit. On fait travailler l'argent des autres. Et je conseille de le faire dès la sortie d'école. Hein. À 25 ans, on peut commencer à se chauffer. Après, c'est une histoire de confort, le dilemme RP versus investissement locatif. Il faut savoir qu'à une époque, on pouvait faire les deux parce qu'on avait un calcul du taux d'endettement dit différentiel qui permettait de faire plusieurs opérations tant qu'elles étaient à l'équilibre financier. Aujourd'hui, c'est plus le cas depuis le HCSF. Donc là, il faut choisir. En général, sauf les gens fortunés, en général, on n'a qu'une cartouche. Donc c'est soit une résidence principale, soit de l'invest locatif, mais pas les deux. Et là, je pense que c'est une décision de confort. C'est-à-dire que pour ceux qui vivent à Paris, une résidence principale, c'est tout de suite entre 500 000 et 1 million d'euros. Et donc ça condamne sa capacité d'emprunt à vie, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est terminé, on passe à autre chose, il y a plus de capacité d'emprunt possible. Je pense pas que Paris explose niveau prix en plus. Et donc l'alternative à ça, c'est de dire, en termes de confort, si je reste locataire, les loyers à Paris comparés au prix sont pas très élevés. Hein. Dans l'absolu, ils sont élevés, mais comparé à ce que ça coûterait en mensualité, c'est pas dingue, si tu veux. Avec 1000 euros, tu es plutôt bien logé. Avec 1005, tu l'es encore plus. Mais par rapport à ce que te coûterait en mensualité le bien dans lequel tu es logé à 1500, il n'y a pas photo. Donc, en termes de confort, moi, j'aurais tendance à vouloir rester locataire et aller exploiter ma capacité d'emprunt dans une zone plus rentable. Euh, et, et tu vois, et faire un espèce d'arbitrage locatif. C'est-à-dire que Paris, tu es à 3% de renta, ou peut-être 2 parfois, et Marseille, tu es à 6. Et donc, je préfère rester locataire à 2 et bailleur à 6 et profiter d'un arbitrage locatif où je gagne la différence. Et en plus de ça, on va pas se mentir, ça c'est l'intelligence financière est à 100%, enfin moi je te rejoins à 100%, mais il y a également aussi le fait d'être, je suis locataire, je suis à Paris, il se passe un Covid, je décide de faire comme tous les Parisiens, je viens vivre à Bordeaux, et en fait je suis libre parce qu'en fait je rends mon appartement et je vais en louer un autre ailleurs, et j'ai toujours mes revenus qui sont stables, etc. Il y a aussi ce côté-là, aussi liberté qui rentre en compte. Ouais. Et puis, dernier point, même si tu as les 35% et la fin du calcul différentiel, une fois que tu as fait un invest locatif qui génère un cash flow, parce qu'une résidence principale, ça génère pas de cash flow, c'est juste, C'est un passif, hein. c'est un passif pur, c'est pas très excitant financièrement, ça génère rien, quoi. Donc tu peux espérer une plus-value, mais bon, c'est très très long terme. Alors que quand tu as investi dans un petit studio à Marseille, ça génère un petit cash flow, tu commences à t'exciter, tu te construis un historique locatif qui peut aller rassurer ton banquier pour peu que la régulation bancaire change parce qu'elle change tous les 12 mois et qu'ils se remettent à calculer en différentiel et qu'ils voient que tu as un bon track record locatif, tu peux enchaîner sur une seconde opération, tu peux revendre le premier, tu peux releverager la plus-value et ce qui a été amorti par le loyer sur une opération plus grosse. Et en fait, il y a il y a de l'upside, il y a du potentiel. Alors que sur une résidence principale, tu es bloqué à vie, ton horizon, il se ferme. Donc voilà, je trouve ça plus excitant de faire du locatif, mais je suis légèrement biaisé
Oui, ouais. Mais moi, je te rejoins à 100%. Et merci du coup pour du coup les gens, ils aiment bien quand on leur propose des choses, quand on limite, on leur donne des petits devoirs à la fin du podcast. Utilisez votre capacité d'endettement, sinon c'est de l'argent que vous laissez sur la table, mais pas la table Et, du salon, hein, la table où quelqu'un d'autre prendra cet argent. Enfin bref, c'est ouais, bougez-vous quoi. et surtout, faites-le, commencez petit en fait, parce que le locatif, ça reste hyper. On se rend pas compte, hein, mais c'est plein d'emmerdes. Hein. Moi, j'ai un immeuble de rapport dans le Nord qui vient de brûler. J'ai eu un départ de feu d'un locataire sous tutelle qui m'a littéralement brûlé mon immeuble. Donc voilà, il y a des dégâts des eaux, il y a des impayés, il y a des squats, il y a toujours des emmerdes, quoi. Il y a le syndic qui veut pas te filer les clés de la cave et donc j'en sais rien. Et donc c'est mieux de commencer petit pour se faire la main, les dents, pas stresser, montrer patte blanche au banquier, générer un track record, un historique. Et donc voilà, commencer avec 100 000 euros, pas de prise de tête, mais tu vois, get going. Et après, une fois qu'on s'est fait un peu la main et qu'on a vu via Mastéos ou en solo à quel point c'était complexe et excitant à la fois, on se lance sur une seconde, puis une troisième. Et justement, tout à l'heure, tu parlais, donc là, tu viens de dire Mastéos ou pas, mais tu parlais tout à l'heure des gourous et tu parlais aussi de l'offre, les équivalents de Mastéos aux États-Unis. Donc là-dessus, ma question, ça va être, c'est quoi le champ des possibles par rapport aux conseillers, alors pas les conseillers immobiliers dans le sens agent immo, mais les conseillers en investissement immobilier. C'est quoi le champ des possibles et quelle est ton opinion sur le marché du moins francophone? Alors, il y a deux mondes, il y a le monde de l'ancien et le monde du neuf, Pinel. Je m'y connais pas trop. Moi, c'est pas un produit qui m'attire beaucoup, le Pinel. Après, je crois qu'il y a des bons Pinel, j'en sais rien, mais je me suis un peu braqué vis-à-vis de ce produit parce que j'ai l'impression que le Je sous-jacent. connais personne qui m'en a dit du bien. J'en ai parlé avec au moins 200 personnes. Avant, je faisais du lead pour du Pinel, moi. Donc, je peux dire que même, on faisait du lead sur des trucs qu'on n'y croyait pas, tu vois. Donc, comme quoi. Ah, écoute, Euh, peut-être qu'il y en a qui sont bien, j'en sais rien, mais voilà. Et donc ce monde-là, il est trusté par des conseillers en gestion de patrimoine, des CGP, qui sont très nombreux, très atomisés. En général, c'est des petits cabinets de 2-3 personnes. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Français qui travaillaient qu'avec des CGP. Et pourquoi pas. Et après, il y a le monde de l'ancien. Il n'y a pas de défisc, mais tu peux quand même optimiser fiscalement. Ça veut dire que tu vas pas payer moins d'impôts. En revanche, tu n'en auras pas en plus, alors que tu génères plus de revenus. Ça, c'est pas de la défisc, mais c'est de l'optimisation fiscale. Si tu fais du LMNP option réelle et que tu as suffisamment d'amortissement via les travaux, eh ben, tu payes pas d'impôts supplémentaires alors que tu génères ton loyer. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, bref. Et donc, les conseils, déjà, tu peux le faire tout seul. Hein. Moi, j'ai commencé tout seul. 90% des gens le font tout seul. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup de temps. C'est ultra chronophage, très énergivore, et faut être assez compétent sur plein d'expertises différentes. Faut être bon déjà en statistiques locatives. Il faut que tu arrives à évaluer une tension locative, un dynamisme transactionnel. Faut que tu sois assez à l'aise avec la data. Ensuite, en notarial, faut être bon en notarial parce qu'il y a plein de clauses à négocier. C'est pas l'agent Stéphane Plaza qui va t'aider à les repérer parce que lui, il est côté vendeur. En bancaire, faut être assez bon. Faut comprendre que le financement locatif, c'est pas le financement de la résidence principale. Il y a des choses à activer, par exemple un différé de remboursement pour te faire de la trésor, etc. Faut être bon en urbanisme et en droit de la copro. C'est un gros sujet. Il faut que tu sois capable de lire un règlement de copro, voir s'ils autorisent les colocs, voir si le plan local d'urbanisme t'autorise à faire cette opération à cet endroit, s'il y a un plafonnement des loyers, etc. Faut être bon en travaux parce que faut être capable de solliciter les bonnes entreprises, chiffrer les devis, les comparer. Et c'est très dur de faire passer quelqu'un en amont alors que t'es pas propriétaire. mm. Il va passer une journée à te faire un devis alors que t'es pas propriétaire, t'as même pas ton prêt. Honnêtement, aucune entreprise travaux ne fait ce genre de truc. Je ne sais pas comment font les gens. Voilà. Ensuite, voilà. Non, mais t'as 10 expertises à maîtriser en même temps. Donc, La négo, avec le locataire, avec la banque, avec l'agent, le vendeur. gens et tout. Et surtout, pour peu que tu investisses loin de chez toi, ce que je te conseille, si tu es dans une grande métropole pas rentable, tu dois t'envoyer des Paris-Marseille à 300 euros et 4 heures de train aller, 4 heures de train retour. Tu arrives, Gare Saint-Charles, le bien que tu avais vu sur le Bon Coin, il est déjà vendu. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Je sais pas comment font les gens. Donc c'est possible, mais il faut du temps. Moi, à l'époque où je revenais de Londres, j'étais littéralement au chômage et au RSA. J'avais que ça à faire de mes journées, donc Mm. c'était OK. Mais je sais pas comment font les autres. Et donc, si tu passes par un intermédiaire type Mastéos ou autre, il faut. Moi, je pense que le critère, bon, il faut regarder quand même les tarifs. L'idée, c'est de pas dépasser 5% du net vendeur.
et du net vendeur, parce que parfois c'est 5% du coût total du projet. Donc c'est pas juste le pourcentage qui compte. Déjà, il faut voir s'il est hors taxe au TTC et à quelle assiette il s'applique. La plus petite assiette possible, c'est le net vendeur. Donc on va viser 5% du net vendeur. Et ensuite, il faut être sûr que l'intermédiaire en question, il ait une vraie présence de terrain opérationnel. Donc si tu vas avoir un conseil qui te dit investir à Angoulême, mais qu'il a jamais mis les pieds à Angoulême et qu'il n'y a aucun de ses salariés qui vit à Angoulême et qui peut suivre ton chantier, c'est pas très rassurant. Donc l'idée, c'est de passer par un intermédiaire avec une présence opérationnelle de terrain, des salariés sur ton chantier, un vrai contrôle de l'exécution, parce que sinon, il n'y a pas de valeur ajoutée, quoi. Si c'est juste pour te mettre en relation avec des personnes et puis les appeler de temps en temps, c'est pas suffisant. Et dernier point, même si tu passes par un intermédiaire pour ton investissement locatif, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. C'est pas totalement passif. Il y a un minimum d'implication à avoir. Je dirais que le côté énergivore va passer de 100 à 30, mais il y aura quand même 30. Et le niveau de douleur va passer de 100 à 30 aussi, mais il y aura quand même 30 de pain à t'encaisser, quoi. Donc on le fait pas ça quand sa nana est enceinte, quand on a le mariage à prévoir dans 6 mois. On le fait soit avant, soit après, mais on essaie de prioriser les projets parce que sinon, Le sinon truc, ça va mal se passer. il y a toujours dans une vie, il y a toujours un truc qui t'empêchera de le faire. Donc oui, je suis d'accord si ta femme est enceinte, ok, mais il y a un moment, faut se lancer. Donc Non, 100% d'accord. en fait, c'est surtout qu'il faut faire un projet petit. Voilà, faut limiter le stress en commençant petit. Petite coloc à Brest à 100 000 euros, on y va, c'est parti. Même si ta femme est enceinte, tu passes par un intermédiaire et ça devrait bien se passer. Tant que t'es préparé mentalement à avoir un peu de frottement notarial, bancaire, à savoir qu'il va y avoir quand même un peu de... Mais bon, voilà, il n'y aura pas de catastrophe. Ton immeuble va pas brûler comme le mien, j'espère. Moi, j'ai eu une fois un squatter sur 33 lots en location. Donc, je vous dis, et le squatter, il a été évacué en 30 minutes parce qu'en plus de ça, c'était même pas de sa faute. Je suis pas pro squatter, évidemment, hein, vous devinez bien. Mais le mec était quelqu'un d'intelligent, c'était juste quelqu'un dans la merde. Donc, ça s'est fait. Et donc voilà, c'est la seule galère qu'on a eue. Bon, en ce moment, on a 3 toitures et demie. Ça, c'est plus relou, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc, ouais, non, vraiment, moi aussi, je recommande à fond. Et du coup, là, tu nous as fait un bon schéma du marché français, que tu connais par cœur. Comment ça se passe au moment où tu internationalises ta boîte, puisque vous l'avez fait, vous êtes dans 3 pays, tu disais, parce que tu internationalises enfin, comment dire, tu as plusieurs enjeux, j'imagine. Tu as un enjeu sur le fait d'avoir une boîte à l'étranger, donc c'est-à-dire il y a peut-être aussi une culture différente, une façon de travailler différente, mais il y a également le marché sous-jacent, le marché immobilier qui est peut-être différent, avec des contraintes bancaires, des contraintes tierces. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous débriefer un petit peu ça et nous refaire un petit peu l'histoire? Ouais. Et d'ailleurs, je t'ai pas parlé de l'évolution du marché immobilier en France, mais on y reviendra si tu veux. Pour ce qui est des marchés voisins, nous, on est en Espagne, par exemple. On a fait pas mal d'invest en Grèce aussi et en Belgique. Au-delà de l'exotisme que ça apporte, et c'est vrai, hein, honnêtement, il y a beaucoup d'esthétique et d'émotionnel dans l'investissement locatif. C'est pas comme un investissement dans une SCPI purement financier. Il y a quand même de la projection. Donc, parfois, investir à Valencia, il y a un petit côté sexy qui dépasse les purs intérêts financiers où tu te dis, bon, bah, quitte à aller faire du 6 ou 7%, je préfère le faire au soleil. Au pire, j'irai y vivre dans 10 ans quand je serai rentier. Et donc, il y a ça. Et après, c'est des marchés qui sont un peu moins bien arbitrés qu'en France. C'est des marchés où t'as pas un meilleur agent qui va te dire pile poil à cette adresse, voilà le prix au centime près. Et donc, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire des bonnes affaires dans ces pays-là. C'est des marchés qui sont un peu plus sous-évalués de manière très objective, hein. C'est-à-dire, tu regardes le prix par rapport au revenu médian local, tu regardes pas mal de critères statistiques. Tu as des rentas un peu plus élevés. Et en fait, il y a plus de marge de manœuvre pour faire des bonnes affaires. Tu vas à Athènes, dans un même immeuble, tu vas avoir un bien à côté de l'Acropole à 1 000 euros du mètre carré, puis 2 étages au-dessus, il va être à 3 000. Et donc, tu achètes celui du premier, tu le revends au même prix qu'au troisième. En fait, tu as beaucoup plus de slack sur le marché. Et le problème, c'est le bancaire. Tu es moins bien financé quand tu vas à l'étranger, voire beaucoup moins bien. Donc, soit tu mets 40-50% d'apport de ta poche, et ça, c'est un peu dur, via une banque locale ou via une banque française. Soit l'option la plus facile, mais ça concerne très peu de gens, si tu as un bien qui est vierge d'hypothèque en France, ou que tu as un peu de cash à mettre en nantissement, en fait, il faut que tu apportes un collatéral, et la banque te prête l'équivalent que tu peux aller investir en Espagne ou en Grèce. Donc, si tu as, je sais pas, hérité d'un studio à 100 000 euros,
t'appelles ta banque, ils te collent une hypothèque sur ton studio à 100 000 euros, ils te prêtent 100 000 et tu pars en Espagne. Ok, c'est très clair. Et de ce que je ressens là, de ce que tu nous dis sur la partie immobilière, que ce soit en France d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, ou même maintenant, j'ai l'impression que, et je l'avais pas matérialisé avant de t'entendre, que la clé c'est la data en fait. T'es très centré data. Alors ça vient peut-être de ton ancien métier. Est-ce que t'as un biais là-dessus, ou est-ce que c'est réellement la clé pour faire un bon investissement immobilier, quel qu'il soit, d'avoir un maximum de data? C'est un bon point. Moi, j'étais trader chez HSBC, donc on faisait que de la data. J'avais 8 écrans, enfin bon, voilà, et on faisait des algos enfin des algos, c'est un grand mot. On avait des modèles, voilà, de filtres et d'analyse, et que j'ai répliqué en France. Moi, ce que j'adore, c'est que le marché immobilier, enfin que j'ai répliqué en immobilier. Le marché immobilier est très mal arbitré. C'est un mot qui revient souvent. Arbitrer en finance, ça veut dire que tu repères une anomalie de pricing, une anomalie financière que tu vas exploiter à ton profit. Et sur les marchés, sur les marchés financiers, c'est très dur parce que pour le coup, tu as des fonds algorithmiques qui tradent en une microseconde et donc tu n'as quasiment jamais le temps d'arbitrer une situation. Par exemple, tu regardes le cours du rouble par rapport au cours du pétrole, c'est des actifs qui sont extrêmement corrélés. Et un jour, je sais pas pourquoi, le rouble fait ça, le pétrole suit pas, donc tu as un effet de lag, donc tu vas faire un long short pour arbitrer cette divergence entre deux actifs hyper corrélés. Voilà. Bon, bah en immobilier, tu as plein de mispricing, tu as plein de situations absurdes à arbitrer, et comme le marché il est pas traité par des fonds algorithmiques, tu as le temps. Quand tu vois, je sais pas, j'en ai plein en tête des anomalies. Il y a Thionville, par exemple, c'est une ville où les gens gagnent 30 000 euros en moyenne et le prix du foncier est à 2 000, le Luxembourg est à 15 minutes. C'est une ville qui est anormalement pricée. Et tu as le temps, avant que Thionville se normalise, tu as le temps, tu n'as pas une microseconde. Et j'adore ça. Et donc avec la data, tu repères ces mispricing. Nous, on utilise une data d'adultes un peu chère, Casafari, et tu sais, les gros data providers pour des boîtes. Donc, on paye 15 000 euros par mois pour avoir accès à de la data hyper granulaire. Mais toi, à ton niveau, tu peux utiliser Meilleurs Agents, Log Service pour l'attention locative. Et avec ça, déjà, tu fais des merveilles. Hein. Moi, avec ces deux sites, j'ai déjà une vingtaine de colonnes Excel. Et tu mets des filtres et tu regardes, OK, je veux une ville rentable, avec un gros revenu médian, avec une grosse tension locative sur Log Service, avec un fort dynamisme transactionnel que je trouve sur Meilleurs Agents, avec une hausse des prix positifs sur les 6 derniers mois, les 5 dernières années, pour que je sois dans une dynamique haussière. Voilà, tu peux rajouter plein de critères et c'est mieux. Après, si t'es pas un statisticien, c'est pas mal aussi de connaître l'endroit. C'est quasiment aussi efficace. Si tu connais mieux l'endroit, parce que tu y as grandi et que tu connais par cœur le truc, c'est quasiment aussi efficace que de la data. Moi, là-dessus, je me suis fait un peu couillonner, je pense. Parce que justement, j'ai investi dans des endroits où je connaissais, mais j'avais pas de point de comparaison. Donc, en fait, j'avais que un seul point à observer. Et je pense que moi, je me suis fait un peu avoir sur, alors je me plains pas, hein, je suis très content mais j'aurais pu mieux faire dans des villes où justement j'ai pas eu cette curiosité d'aller visiter ou d'aller justement appréhender de la data. Donc là-dessus, j'avais pas de point de comparaison. On peut le faire en live. Hein. Tu as un exemple de ville sur lequel tu t'es planté ou où on essaie. Ouais, Périgueux par exemple. Périgueux. Bah, Périgueux. Alors attends, on part de Meilleurs Agents. Périgueux, Meilleurs Agents. Hop, on va voir le prix, on va voir la renta et on va te. Donc Périgueux, c'est une ville à 1861 euros du mètre carré. La moyenne française, elle est à 3000. Donc c'est à moins de 2000, normalement tu es en territoire risqué parce que en général une ville elle est pas chère pour de bonnes raisons. Si elle est pas chère, c'est que les gens veulent pas y aller, et si les gens veulent pas y aller, c'est qu'il y a un truc risqué. Mais c'est pas toujours vrai. Pour le coup, Périgueux, j'en entends que du bien. Et on va regarder la renta. Alors c'est 10,2 € du mètre carré sur Meilleurs Agents, donc 10,2 € par mois par mètre carré, donc fois 12 mois divisé par notre prix 1861. On est sur une renta à 6,5. 6,5, c'est vachement bien. Après, la renta, elle vient rémunérer un risque. Donc, faut pas se dire, ah, c'est rentable, donc c'est génial. Il faut se dire, ah, c'est rentable, donc c'est risqué. Maintenant, on va voir si le risque, il est bien pricé ou s'il y a une situation d'arbitrage. Et on peut aller voir si les gens gagnent beaucoup d'argent à Périgueux ou pas. Je vais voir le revenu médian. 20 563, c'est pas ouf. La moyenne française, elle est à 22 000. Est-ce que c'est une ville profonde? 30 000 habitants, c'est pas hyper profond. Moi, je mets un seuil à 40. Est-ce qu'on a mieux que Périgueux? Pour qu'on ait mieux que Périgueux, il faut qu'on trouve une ville à 6,5 de renta,
dans la même région, si tu veux une comparaison, et plus profond. Tu peux avoir Angoulême ou Libourne, c'est des villes qui se ressemblent. Eh ben, Angoulême, typiquement dans mon top 10, on va la comparer. Je vais te montrer. Ah oui, et on n'a pas regardé la tension locative de Périgueux. Donc, je vais sur le site de Locservice, je tape tensiomètre locatif. Il est hyper fiable parce qu'en fait, ils vont regarder combien de temps une annonce de location reste en ligne. Ils les mesurent automatiquement. Et je vais taper Périgueux. Et on va la comparer à Angoulême. Très bon point. Donc, Périgueux. Bon, Périgueux, il y a de la tension locative. Donc, il y a au moins ça pour elle. Périgueux, on était à 6,5. Maintenant, je tape Angoulême. On est à 1634 € du mètre carré. Donc, pareil, territoire plutôt risqué en termes de prix, mais on va voir. On était à 1008 sur Périgueux, hein, c'est ça? Ouais. Un truc comme ça, ouais. Et donc, on est à 10,04 € du mètre carré x 12 divisé par 1634. Et donc, on fait 7,5 de renta. Donc, on fait un point de plus. C'est pas rien. En termes de revenu médian, on est un peu plus élevé. On est à 21 000. En termes de population, il y a 42 000 habitants. Donc, c'est une ville qui est plus profonde, plus liquide. En termes de dynamisme transactionnel, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et en termes de tension locative, on est au maximum possible. Angoulême gagne versus Périgueux. Après, si tu n'as jamais foutu les pieds à Angoulême et que ta famille est de Périgueux, pour un point de renta, je préférerais que tu ailles à Périgueux. Mais statistiquement, Angoulême génère plus de renta pour le même niveau de risque, voire légèrement inférieur. Donc Angoulême gagne. Et en plus, c'est la capitale culturelle du cinéma d'animation. La bande dessinée. La bande dessinée, évidemment. Et donc, il y a un gros dynamisme sur place. La ville est très mignonne. Ça compte aussi. Voilà. Eh ben, chapeau. Merci pour cette analyse minute. Donc c'est assez dingue. Donc du coup, en fait tout ça c'est de la data assez disponible et il faut qu'on prenne le temps de le faire. Merci beaucoup pour ça. C'est quoi le futur de ta boîte? C'est quoi les prochaines étapes maintenant? Quand tu es rentré dans le circuit VC, parce que c'est un circuit, en fait, tu peux choisir deux chemins. Tu as le chemin PME, et c'est pas du tout un chemin critiquable. Au contraire, les gens qui sont sur le chemin VC, ils sont complètement jaloux de leurs copains PME. Le chemin PME, c'est un chemin où tu essayes d'être rentable et d'être autosuffisant et de pas avoir à dépendre de fonds d'investissement américains. Et donc, c'est un peu plus lent. Ça met plus 10 ans que 3 ans, mais tu t'autofinances, tu grossis petit à petit. C'est un chemin plus tranquille, tu es propriétaire de ta boîte, etc. Le chemin VC, c'est un chemin ultra agressif où tu lèves beaucoup de fonds. On te demande de faire x4 chaque année sur ton chiffre d'affaires ou x3. Tu te retrouves à embaucher, je dis tu, mais donc c'est 300 personnes en 12 mois. Tu crames du cash, tu crames. T'es en stress permanent et en fait tu dois faire ce que ferait une PME en 12 ans, tu dois le faire en 3 ans. Donc nous, notre chiffre d'affaires, il est passé en 2 ans de 2 millions à 20 millions. Pas parce qu'on est des génies, mais parce qu'on a levé beaucoup d'argent. Donc en fait, on a acheté des années à des fonds américains. Littéralement, tu achètes 10 ans, quoi. Voilà, donc tu économises 10 ans. Et ça se fait au prix d'un peu de sueur, un peu de stress, par rapport au chemin plus tranquille de la PME. Et donc, quand tu es dans le circuit VC, ton but, c'est de devenir une licorne, donc d'être valorisé 1 milliard d'euros. C'est l'objectif de tout bon entrepreneur qui se respecte à Paris, et donc c'est notre objectif. Après, il y a un nouveau seuil qui est à la mode en ce moment, c'est pour être centaure, il faut faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, parfois, tu as des boîtes qui ne sont pas des licornes, mais qui sont des centaures, parce qu'elles n'ont pas les mêmes multiples de valo. Parfois, tu as des centaures qui sont licornes. Voilà. Et donc, nous, on fait 20 millions de chiffre d'affaires cette année. On devrait en faire 50 l'année prochaine, compte tenu de l'attraction qu'on a. Et l'idée, c'est d'en faire 100 en 2024 et d'être une licorne peut-être. Mais au-delà de ces targets qui sont un peu superficiels, c'est vraiment... Tu vas te moquer de moi si je dis ça, mais au début, tu es excité par ton chiffre d'affaires et il n'y a que ça qui t'excite. Et une fois que tu as atteint une taille suffisante, tu as envie de plus. Tu vois, c'est comme la pyramide de Maslow des besoins fondamentaux. D'abord, tu cherches à te nourrir et après, tu es en quête de sens. Et moi, je pense qu'on est entré dans une phase où on est en quête de sens. On a besoin d'avoir
pas juste vendre de la renta à plein de gens et se faire un gros chiffre d'affaires, c'est avoir l'impression qu'on a un impact dans la vie des gens, ou typiquement sur l'écologie. Donc nous, on a l'agrément RGE, on fait de la rénovation énergétique, on plante un arbre par mètre carré rénové. On a toute une thématique autour du bien logé où on finance les loyers de réfugiés ukrainiens. En fait, on essaye d'apporter du sens. Et moi, si je peux me dire qu'à terme, j'ai permis d'assainir le marché de l'investissement locatif et de le rendre plus respectueux de l'environnement, parce que les rénovations énergétiques, elles rendent les bâtiments moins consommateurs. C'est 1/3 de la pollution mondiale, hein, le bâtiment. Et ben ça m'apporte du sens. Et c'est ça la vraie étape, c'est de te dire que tu as eu un impact social important et que tu as amélioré la vie des gens, tout en étant leader de ton marché. C'est ça le but. Vraiment top. Et justement, toi, dans tout ça, parce que ça, on sent l'énergie, on sent la sincérité derrière cette vision-là. Mais si on regarde en arrière, c'est quoi le truc dont tu as été le plus fier dans ton parcours entrepreneurial? Mes salariés, mon équipe. On a vraiment une super équipe. Et on est 440 aujourd'hui. On était 20 j'ai arrêté de compter, mais je crois qu'il y a un an, on était 20 ou plus, quoi. Et c'est des gens super. Ils sont tous vraiment exceptionnels. Moi, c'est ma famille. Et je suis trop fier de ce qu'ils font. Eux dépendent de la boîte, moi je dépends d'eux, on dépend tous les uns des autres. Ils ont tous mis de l'argent dans les levées de fonds, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient dans Mastéos. Je te dis, Gabriel Klein, il a mis 3 millions, mais chacun à leur échelle, les gens qui ont mis 10 000 euros, et c'est tout ce qu'ils avaient, quoi. Et donc il y a un vrai engagement de toutes les équipes vers cet objectif qu'on a. Et c'est ça dont je suis le plus fier, c'est cette énergie commune et faire vivre autant de gens. D'avoir créé de l'emploi, j'adore ça. Et j'avais fait un post LinkedIn un peu au second degré, mais je pense vraiment que c'est le cas. C'est que quand tu lèves des fonds auprès d'un fonds américain, typiquement, c'est presque une opération anticapitaliste de gauche, parce que tu vas chercher de l'argent auprès de fonds américains, oui. Et tu côté Robin des Bois, je vois. Non mais attends. Et tu la distribues à 440 salariés. Alors que t'es pas rentable, hein. C'est de la pure distribution. Nous, on crame tous les mois des sommes à combien de chiffres? 7 chiffres. Enfin, et c'est de la redistribution de l'argent US vers le salariat français sans avoir à être profitable, quoi. Alors on le sera, hein. Mais c'est beau, je trouve. Et t'as 440 familles bien payées, enfin salariés et donc familles par extension, bien payées. Et c'est ça dont je suis le plus fier, c'est de faire vivre ces gens-là et de leur donner un boulot qui, je pense, est assez excitant. Et de les rendre heureux, quoi. Voilà. Écoute, c'est top. Merci beaucoup Thierry pour ton intervention. Et également merci pour ton temps, ça je le dis souvent, mais merci aussi pour cette leçon aussi d'humilité et de déconne. Moi, je suis très sensible à la déconnade, ça fait partie des valeurs de la boîte. Et en fait, tu viens avec un ton léger nous expliquer des trucs de fou. Tu nous fais une démo en 25 secondes de ce que je dois faire, je dois pas faire dans mon investissement immobilier. Donc il y a du sérieux, du professionnalisme. Et à côté de ça aussi, il y a des putains de résultats dans ta boîte. Et ça, j'adore. Donc cette non prise au sérieux, j'adore. Alors que tu fais des trucs ultra sérieux. Et moi, je suis vraiment admiratif de ce que vous avez exécuté jusqu'à maintenant. Et franchement, c'est trop cool. Merci beaucoup. Et j'espère que tu vas adopter un Spitz. Alors, j'ai déjà 2 chats sans poil. Je pense que je joue déjà avec les limites de la décence animale, tu vois. Alors c'est pas les miens, Stone Banana, mais c'est déjà pas mal. Ah ouais, parce que c'est vraiment l'inverse du Spitz. Le Spitz, tu peux pas faire plus de poils au centimètre carré. Donc j'ai l'impression qu'on est posé là-dessus. J'aimerais bien savoir combien je mets de splits dans mon bulldog anglais, par contre. Parce que j'ai aussi un bulldog anglais de 40 kilos. Donc, et toi, je pense que un jardin pour les faire sortir à Saint-Émilion, c'est ça? C'est pas très loin de Saint-Émilion, en effet, ouais, c'est ça. Exactement. Bon. Merci beaucoup Thierry. J'espère que cet épisode va être apprécié. En tout cas, moi je l'ai adoré. J'ai pas de doute non plus sur le fait qu'il va être, il est très applicable en plus, il y a beaucoup d'inspiration, donc je sais que ça va, les gens vont kiffer. Donc merci Thierry, bonne journée, à bientôt et bonne journée à tout le monde. Salut, ciao.